Samsung va-t-il faire vaciller Apple? Le nouveau Galaxy S23 Ultra parviendra-t-il à détrôner l'iPhone 14 Pro Max au titre du meilleur smartphone haut de gamme? Design et qualité de finition, puissance, processeur, autonomie et bien sûr capacité au registre de la photo et de la vidéo face à face entre les deux poids lourds du marché. Au-delà, nous assistons à une flambée des prix qui flirtent désormais avec les 1 500 € sur le tarif d'un Mac. Pourquoi les téléphones sont-ils de plus en plus chers? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Allez, cliquez sur le petit bouton, plus on sera nombreux, plus on sera heureux. Un salut particulier en tout cas aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube, c'est un abonnement payant, vous soutenez ORLM et ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous en direct 24 heures en avance. Vous pouvez poser des questions en direct, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom en Discord et venir ici au Village Baïséa à Paris dans le 8e arrondissement, assister à des émissions, à des enregistrements aux coulisses. Vous allez voir, c'est très sympa. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu il y a un instant. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo avec comme chroniqueur cette semaine en plateau. À mes côtés après... Allez, 15 bons jours de vacances, mais je sais qu'il travaillait, monsieur Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu dégaines tes deux smartphones du moment, le Galaxy S23 Ultra à ta droite et l'iPhone 14 Pro Max à ta gauche. Tu les as testés sur toutes les coutures. Voilà. En plateau à tes côtés, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il a réussi à te convertir au Galaxy? Pas tout à fait, mais voilà. J'ai un petit message rapide, je sais que l'émission doit aller vite, mais oui, ça commence je suis passé à l'Apple Store la semaine dernière, faire quelques petites acquisitions. Je suis tombé sur un vendeur qui s'appelle Jean-François, alias Jeff, très sympa, et il a vraiment été top, et voilà, je voulais juste le remercier, j'avais dit que je lui ferais un petit coucou. C'est fait, salut Jeff. En duplex, une nouvelle venue dont on refait le Mac, il s'agit de Rita El-Khoury du site Android Authority. Bonjour Rita. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors Rita, d'abord merci d'avoir répondu à notre invitation et de remplacer nos chroniqueurs habituels qui sont soit en vacances, on les embrasse, soit malades et on les embrasse également de loin, notamment Christophe. Android Authority, en quelques mots, tu peux nous parler de ce site de référence? C'est un site qui est axé sur tout ce qui est technologie Android, mais aussi tout ce qui est technologie mobile. Donc, on parle un tout petit peu de Apple, des iPhones quand même. Donc, on laisse pas la compétition de côté parce que Android n'existe pas tout seul dans un vacuum, quoi. Donc, il y a la compétition, il y a ce que les autres font et on parle de tout ça. Donc, moi, je suis responsable de la section features, donc un peu tout ce qui est des posts commentaires, des opinions, un peu de tests, tout ce qui se rapproche un tout petit peu, pas les nouvelles du jour, donc Rita, ce qui est un peu plus détaillé. Tu as eu l'occasion évidemment de t'essayer au Galaxy S23 Ultra et je pense que tu seras d'une bonne aide ce soir pour justement faire la comparaison avec l'iPhone 14 Pro Max. Allez, avant de faire monter sur le ring nos deux fleurons de smartphone premium du marché, un rapide coup d'œil sur le sondage de la semaine. Regardez, la question était: que souhaiteriez-vous que le futur iPhone 15 intègre prochainement et dont dispose déjà le Galaxy S23 Ultra? Vous êtes 65,1% à répondre un zoom beaucoup plus puissant. C'est une force du Galaxy avec son zoom périscopique. On va longuement en parler ce soir. Un capteur photo de 200 millions de pixels. Voilà une autre feature du Galaxy qu'on aimerait bien qui arrive sur l'iPhone. On va voir tout à l'heure avec les photos de Stéphane si vraiment on voit la différence. 12,7%. Un écran plus grand, alors il fait 6,8 pouces, il y a 0,1 pouces, il n'y a pas énormément de différence. 13,9%, en tout cas, il y a une appétence pour des écrans plus grands. Et enfin, un stylet, c'est l'une des particularités depuis maintenant 2 ou 3 générations du Galaxy S23, d'avoir un stylet intégré et d'abandonner en quelque sorte les phablettes, qui étaient les Galaxy Note auparavant, qui ont disparu du catalogue de chez Samsung. Donc, retour sur l'avancée la plus notable de ce modèle de chez Samsung et attendu sur le prochain iPhone. Il s'agit bien sûr du téléobjectif périscopique et au-delà, la photo, principal argument de vente, vous le savez aujourd'hui, des constructeurs de smartphones premium. Alors, Samsung est-il le plus fort au registre de la photo? Principale différence entre ces deux modèles, Stéphane, le module caméra et le nombre de caméras disponibles désormais. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire qu'il y a 4 modules derrière, au dos de ce Samsung, contre 3
pour l'iPhone. Donc, il y a un grand angle avec 200 millions de pixels. Donc là, vraiment, le capteur, là, 200 millions de pixels, on explose tout. On explose tout, de grand angle, on verra... On est à combien chez Apple, 48 ? Oui, et en gros, franchement, quand on voit la différence... On va y arriver, mais on n'y est pas encore là. Non, mais avec l'iPhone précédent... on était à 8 millions de pixels. Oui, mais bon, voilà. Donc il y a 12 millions. Bon. J'ai failli perdre mon micro. Il y a un ultra grand angle avec 12 millions de pixels. D'accord. Qui est avec une ouverture de 2, 13 mm, enfin 120 angles. Enfin, passons pour les chiffres. Un téléobjectif. Un vrai téléobjectif. Avec 10 millions de pixels. Il y en a 2 de téléobjectifs, en fait. Ouais. D'accord. C'est incroyable de voir quand même qu'ils aient autant progressé, en tout cas sur le papier, progressé. On verra après sur les différents tests qu'on a pu réaliser ces derniers jours. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est... moi, quand j'ai entendu, on a été briefé là-dessus, pour eux, il y avait vraiment un avant et un après S23, en fait. Et comme, en plus, le Samsung sort, et c'est le premier à sortir de l'année, quoi, hein. Les autres marques... soit il arrive en retard par rapport aux autres, soit il est le premier à sortir pour la prochaine saison. Et là, je pense quand même que là, au niveau photo, les autres vont devoir au moins se mettre au diapason. Et bien sûr, Apple, mais... Donc revenons au téléobjectif, il y en a 2, voilà. Un de 10 millions de pixels, et un autre encore 10 millions de pixels, sauf que c'est pas un x3, non, c'est un x10. Ouais, c'est là, en zoom optique. C'est-à-dire c'est un système de périscopique. Exactement, voilà. Et donc on va pouvoir voir l'effet ce que ça pourrait avoir. Bon, la caméra frontale, on en parle un petit peu, c'est 12 millions de pixels. Ça peut paraître anecdotique, mais bon, au moins elle est de bonne qualité, ça c'est certain. Alors un mode 200 millions de pixels, c'est un des premiers arguments forts. Tu réagis, hein, Rita, si tu veux intervenir, hein, tu as l'image. Pourquoi faire un mode 200 millions de pixels ? Quel est l'argument de monter autant dans la résolution ? Bon, alors moi, j'ai un avis sur la question. C'est sûr que c'est un très bel écran. Tu vas finir par tomber. Hein, non, mais c'est pas ça. Je crois que le micro va à chaque fois tomber, donc je le tiens. Pose-le sur la... Mais c'est pas grave, tout va bien. Ouais. Non, mais c'est qu'en gros, pour moi, le mode 200 millions de pixels, sur les écrans, quand on est à l'œil nu, on voit pas trop la différence avec un capteur qui est beaucoup moins fort. Oui. C'est intéressant si vous téléchargez la photo et on peut faire après du zoom sur Photoshop ou sur votre application. Mais il faut juste dire que ce mode-là est caché et qu'il n'est pas par défaut activé. Et fort heureusement, sinon l'espace dans nos téléphones serait vite comblé. Donc c'est vrai qu'on peut prendre des clichés beaucoup plus détaillés et ainsi zoomer vraiment dans l'image grâce à ça et recadrer ce qui nous intéresse, en particulier en conservant un niveau de qualité tout à fait plus que satisfaisant. Voilà. On peut cropper dans l'image et vraiment rentrer dans les détails. Ah ouais. Tu es assez d'accord, Rita, avec ce que dit Stéphane ? D'un côté, le capteur 200 millions de pixels qui est l'un des principaux arguments de vente aujourd'hui de Samsung, et au-delà du téléobjectif qui est une vraie avancée qui est plus présent dans le monde Android et qui malheureusement est absente du monde Apple aujourd'hui. Oui, le téléobjectif, le téléobjectif, c'est la différence la plus évidente, et les 200 millions de pixels. Pour les 200 millions de pixels, le fait est que au lieu de zoomer avant et de prendre la photo avec le téléobjectif, on peut prendre une photo vraiment large et après décider la partie qu'on voudrait sauvegarder ou peut-être garder toute l'image si on veut l'imprimer, je pense, sur un mur ou sur un truc vraiment très géant. Mais il y a quand même quelques inconvénients à l'utilisation de ce mode de 200 millions de mégapixels. C'est pas juste le stockage, mais c'est que ça prend un tout petit peu de temps pour prendre cette photo qui est vraiment trop large. Donc, faut être vraiment dans une situation où on est calme, où on bouge pas trop, on prend pas des photos d'enfants ou de chiens ou de chats avec ce mode-là. C'est pas faisable. Il y a un temps de latence, c'est ça que tu expliques. Il y a un temps de pause important, c'est ça ? Oui. Et en plus, c'est que en fait, tous les téléphones ces jours-ci, ils utilisent quand on zoome, ils utilisent un mode de hybrid zooming. Donc, ce qui fait que ils utilisent un peu de l'intelligence artificielle pour que quand tu zoomes, tu obtiennes une photo un peu meilleure que juste si tu croppais sur quelque chose de 200. Donc, à ne pas penser que si tu prends une photo à 200 millions de mégapixels, tu vas être capable de tirer beaucoup plus de détails que si tu zoomais avant et tu prenais la photo. Donc, il faut garder quand même ces quelques inconvénients en tête.
Ouais. Donc, en tout cas, il faut penser, tu insistais sur ce point tout à l'heure, Stéphane, à activer le mode 200 millions de pixels, comme il faut activer le mode 48 millions de pixels ou la fonction RAW sur l'iPhone. Mais ça a aussi un intérêt autre par rapport au pixel binding, qui est maintenant un procédé qui est très répandu chez les constructeurs de téléphones, Laurent. Ouais, en fait, ils utilisent une techno qui s'appelle Super Quad Pixel, et en complément du pixel binding, qui existe toujours, qui permet de regrouper jusqu'à 16 pixels, donc en fait 4 par 4, et adjacents en un seul plus grand pour capter plus de lumière. C'est-à-dire que c'est comme s'il se servait de plus de pixels pour absorber. Ça fait des images qui ont forcément son meilleure qualité, et ça fera Comme si on avait des capteurs plus gros, en fait. Oui, tout à fait. Bon, déjà, tu vois qu'ils ont grossi quand même déjà, mais qui a des photos de 12 millions de pixels ou 12 millions et demi de pixels, qui offrent des détails qui sont très largement suffisants pour être partagés sur les réseaux sociaux, mais en ayant capté beaucoup de lumière, et de couleurs, et d'exposition, et tout ça. Alors Stéphane, justement, tu as réalisé une série de clichés pour comparer les modèles du jour et de nuit. C'est important pour tester le rendu de chacun des téléphones. Et on va commencer, si tu veux bien, par des clichés en mode grand angle de jour, avec la résolution justement 200 millions de pixels activés sur le Samsung, contre 48 millions de pixels à droite sur l'iPhone 14 Pro Max. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors évidemment, vous êtes sur une résolution Full HD sur YouTube, ou en 4K, mais bon, c'est quand même difficile de percevoir une réelle différence. Allez, est-ce que tu as perçu une vraie différence, toi, à l'œil nu, en termes de rendu? On voit qu'il y a une différence de traitement des couleurs. Exactement. Il faisait gris ce jour-là, je précise. Ouais, elle est plus flatteuse, j'ai l'impression, sur l'iPhone. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Samsung qui a tendance à... Là, il faisait gris ce jour-là, et on a l'impression qu'il fait beau chez Apple. Chez Apple. Alors, en fait, on ne voit pas vraiment de différence en 200 millions de pixels. Pour cela, alors ça, c'est le mode jour. Oui. C'est bien ça. Ouais. Donc, pour vraiment voir la différence, il faut zoomer. Donc, on s'est amusé à zoomer dedans. Alors, regardez dans la séquence suivante, normalement. On a zoomé à l'intérieur et on voit effectivement là une vraie différence. On zoome dans la même image et on voit bien qu'à gauche, l'image est nettement plus nettement plus nette. Et plus on zoome évidemment dans l'iPhone 14 Pro Max, malgré sa résolution de 48 millions de pixels, on perd en qualité. Bien évidemment. Et l'image se détériore. Peut-être une petite réaction de Rita ou de Stéphane. Rita, qu'est-ce que tu penses de ce cliché? C'est assez parlant, en fait, de ce mode de 100 millions de pixels. Oui, en fait, c'est ça l'avantage du pixel binning, c'est ce qui fait qu'on obtient une image vraiment trop claire. Et tout ce qui est, on appelle ça en anglais noise reduction, ça se fait normalement et naturellement parce qu'on utilise le pixel binning. Donc, s'il y avait des pixels qui n'étaient pas vraiment très clairs dans l'image initiale de 200, mettons 16 pixels qui sont l'un à côté de l'autre et en les combinant en un seul pixel, tout ce qui est noise parmi les 16 originaux disparaît. Donc, on obtient une image beaucoup plus claire et beaucoup plus nette. Ouais. Alors, on reste sur les photos en grand angle, mais cette fois-ci, on passe en mode nuit. Cette fois, alors regardez, toujours avec une vue de la Tour Eiffel. Quel est alors ton sentiment, Stéphane? Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, pour le coup, là, en mode nuit, on a quasiment des clichés qui sont à l'œil nu, en tout cas sur l'écran de nos téléphones, quelque chose de totalement similaire. On ne va pas voir... Il n'y a pas de grande différence. On sait que c'était pendant longtemps le talon d'Achille d'Apple, et depuis l'arrivée justement du mode nuit... Et là, il y a eu un rattrapage qui était fait. C'est quand on va zoomer qu'on va voir quand même... on va zoomer, allons-y. On a également zoomé dans les mêmes images, donc 200 millions de pixels à gauche et 48 millions de pixels. Voilà. Et cette fois, effectivement, on perd encore en définition, mais c'est pas ridicule. C'est pas ridicule, curieusement. Hein. Donc, et là, il y a un traitement numérique, j'imagine, qui s'opère comme tu le décrivais, Rita, aussi bien chez Samsung que chez Apple. Hein, ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça chez Apple, le traitement numérique? Ils appellent le... Ouais, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Ils ont des termes marketing assez forts. Quid du LiDAR? On sait que c'est une fonction très qu'ils ont mis en avant, Stéphane, chez Apple. Chez Samsung, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de... Non, il y a un équivalent. Il y est, mais il communique moins autour. Il communique quasiment pas autour. Peut-être que Rita peut nous dire. Tu as des infos autour du LiDAR du Samsung ou pas? De quelle partie? Non, en gros, ce qu'ils mettent ce point en avant, chez Apple, ils expliquent que ça participe grandement à la réussite d'une photo, parce que ça calcule la distance, il y a une rémanence, on calcule la netteté, notamment de l'image, pour faire les faux flous lorsque vous faites le mode cinématique notamment. C'est vrai qu'ils ont tendance à moins insister qu'Apple sur les fonctionnalités du LiDAR.
Oh oui, c'est vrai. Je pense que pour eux, ils essaient de se démarquer un tout petit peu en allant d'un autre côté, donc en passant par les 200 millions de mégapixels et des 10x zoom et tout ça. Donc, ils font ce que Apple fait, mais ils ajoutent quelques trucs en plus. Donc, au lieu de dire, bah oui, on fait ça aussi, bah, ils laissent aux utilisateurs, je pense, le fait de le découvrir et de dire bah oui, mon téléphone il fait la même chose, mais c'est pas un grand point marketing pour eux, je pense. D'accord. Là, on a vu donc des photos en mode grand angle avec le 200 millions de pixels activés sur l'un et 48 millions sur l'autre. On passe, Stéphane, sur des photos en ultra grand angle avec cette fois-ci la même résolution, 12 millions de pixels sur les deux téléphones. Et donc là, on va voir le match. Et là, toujours, le ciel n'était pas aussi flatteur, je trouve, sur... Alors, c'est une vraie tendance nouvelle, parce que Samsung, on disait, ils ont tendance à faire des images plus flatteuses, moins réalistes que celles d'Apple. Et là, on s'aperçoit qu'Apple a tendance un peu à... J'irais presque, peut-être Apple essaie de nous ensoleiller nos journées. Nos journées, quoi. Je sais pas. Et le mode... Alors, ça ne sert à rien de zoomer, là, parce que là, la résolution est la même. Et si on passe en mode nuit, et la différence? Ah bah alors là, vous allez ultra grand angle. Voilà. Alors là, j'ai pris, je me suis fait plaisir. Ouais. En fait, non, là, on a gagné ce jour-là. D'accord. Ça arrive ? C'est au Parc des Princes, c'est ça ? C'est au Parc des Princes, voilà, on va faire quelques photos. On change un peu de la Tour Eiffel. On est parti au Parc des Princes et voilà les deux photos bon, à gauche le S23. Qu'est-ce que tu as noté comme différence entre les deux ? Comme différence, c'est que je peux voir la tête des gens de l'autre côté. D'accord. Sur le Samsung ? Sur le Samsung. Quand tu zoomes ? Quand je zoome, voilà. D'accord. Et je pouvais voir qui était là et qui n'était pas là. Moi, parce que je suis en tribune Paris. Voilà. Alors, tu parles du zoom. Continuons. Donc, tu disais qu'il y avait deux téléobjectifs. Ouais. Donc, un téléobjectif x3 et un téléobjectif x10. Voilà. Donc, on va tester le x3, c'est également le cas de l'iPhone. On va comparer deux photos en x3. Voilà. À gauche, le Galaxy, à droite, l'iPhone. Eh ben, là, c'est vrai qu'il y a toujours le problème du ciel, etc. Mais j'aime bien la Tour Eiffel avec l'iPhone, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est vraiment... Mais oui, c'est une question de goût. Question de goût, franchement, je répète, pour moi, est-ce que nos yeux sont assez forts et performants pour pouvoir éventuellement distinguer ce qui est bien ? On a deux très belles photos, voilà, point. Après, c'est une question de goût et de... Voilà, moi j'ai fait un sondage sur Instagram et bon, peut-être je suis entouré de fans boys. Je pense. Peut-être, ouais. Mais c'est un scoop. Tu as fait la même photo en mode nuit. Est-ce qu'on voit une différence également ? Est-ce qu'il y a un écart qui se creuse d'un côté ou de l'autre ? Allez, passons au mode nuit. Alors là, évidemment, tu as en plus le mode phare de la Tour Eiffel qui rajoute un petit effet sur l'iPhone. Ouais. Ah oui, ça c'est parce que j'aurais dû prendre la photo au même moment. Tu triches un peu pour l'iPhone. J'ai triché un peu, mais bon, voilà. Est-ce que vous voyez une différence ? Je ne sais pas si Rita a envie peut-être de nous conforter, mais moi, à ce niveau-là, sur ces photos-là, je pense qu'on a un match nul. Alors, par contre, où normalement le Samsung devrait prendre de l'avance, c'est le zoom x10, puisqu'il n'y a pas de zoom numérique x10 sur l'iPhone, donc forcément, vous allez voir sur il n'y a pas de zoom physique x10. Optique, il est numérique sur l'iPhone. Donc, en mode x10, avec le téléobjectif télescopique à gauche, regardez le Galaxy S23, et à droite, là, tu as plus que x10 sur l'iPhone 14. Ah non, j'étais en x10. Et comment ça se fait que tu n'as pas le même ratio ? Parce que je peux encore faire plus que x10 en fait. Non, mais tu as été au-delà de x10. Ah oui, j'étais x10, promis. Bah, tu devrais avoir le même ratio, non ? Non, j'ai pas réussi. Ah bon, d'accord. Bon, bref, à gauche, l'image reste nette puisque ça reste de l'optique. Voilà. Et à droite, par contre, il y a un traitement numérique, on le voit bien. Donc on perd en définition. Donc ça, c'est un vrai argument. Et on l'a vu dans le sondage que c'était une attente forte de voir arriver un vrai zoom, un vrai téléobjectif sur l'iPhone. En mode nuit, ça donne quoi ? On a également des photos de nuit. Ouais. Moi, je préfère. Bon, c'est sûr que il y avait un peu de bruit quand même sur le Samsung. Mais bon, à côté de l'iPhone, je pense pas que ce soit vraiment L'argument massu de Rita lors de la présentation du Samsung, c'est de pouvoir zoomer sur la Lune, c'est ça, et d'avoir une image relativement nette, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je pense pour la différence de l'angle, parce que vous avez dit que c'était pas exactement la même chose. Je pense que du point de départ, les deux téléphones n'ont pas exactement
je sais pas comment ça s'appelle en français en fait, mais ils ont focal length, donc ils n'ont pas le même focal length. La même focale, la même focale. Ouais. Donc c'est le Samsung il est à 23 mm, le Apple il est à 24 mm. Voilà quelqu'un qui a travaillé, on a commencé, Monsieur Zibi. Voilà, merci Rita. Au revoir. Merci Rita. Donc quand on va à 10x, il y en a un qui va nous donner 230 et l'autre 240. Je pense que ça pourrait expliquer un tout petit peu, D'accord. Cette petite différence. Alors, regarde justement, merci Rita de cette précision importante et bravo. Cette réaction sur Twitter de Mano, j'attends avec impatience le zoom périscopique. J'espère que d'ailleurs, il sera disponible aussi bien sur l'iPhone 15 Pro que sur l'iPhone 15 Pro Max. Il n'y a pas... Oui, non, c'est une bonne remarque. Rappelle-toi... Je termine juste la phrase du tweeto, si tu permets, parce que forcer la main à prendre la plus grande taille, oui, c'est bien du Apple. Vas-y. Non, c'est parce que jusqu'à cette année et l'an dernier, les modèles d'avant, c'était le Max qui avait une option en plus. C'est pour ça. Il faut gagner de la place pour mettre un zoom optique. Mais tu vois, il y avait un petit côté mesquin de la part d'Apple de dire tu ne l'as que sur le Max. Donc du coup, tu as deux pros, mais tu as un Pro et tu as un Pro. Ouais. Sur Rita, chez Samsung, ils ont également fait la même chose. Le périscopique, il est que sur l'Ultra. Il est que sur l'Ultra, donc tu dois prendre le téléphone le plus grand pour l'avoir. Donc il y a une question de taille pour pouvoir glisser le mécanisme, je présume. Je pense que c'est ça, non ? Oui, il y a aussi marketing, parce que je pense pas qu'ils auraient mis ça sur le S23 ou le S23+. D'accord. Ça aurait fait sauter le prix en plus, donc ça change un tout petit peu la donne pour tout. Mais je suis un peu avec le Twitter qui a mentionné ceci, parce que vraiment on nous fait prendre des téléphones gigantesques de jour en jour, et avoir pris les deux, le S23 Ultra en main et le iPhone 14 Pro Max, le iPhone avec ses bouts complètement rigides, carrés, il est vraiment pas ergonomique en main. Donc surtout pour des monofemmes. Donc je sens un tout petit peu comme si les bords ils me rentraient dans la paume. Et j'ai un 12 Pro Max là ici, donc j'ai un peu l'habitude d'utiliser ces téléphones, mais quand même sans une coque et sans quelque chose qui rende les téléphones un peu plus un peu plus ergonomiques et à améliorer la tenue en main, c'est vraiment difficile. Pour le Ultra, je trouve que les bords sont un tout petit peu arrondis et ça fait toute la différence dans la tenue en main, mais c'est quand même gigantesque. Il est plus carré que l'iPhone, effectivement, qui est arrondi, mais c'est vrai que l'autre est plus une brique, l'iPhone, il est plus dense, et c'est vrai que les formes arrondies favorise la prise en main. Vous allez voir, et tu verras, Rita, qu'il y a pas mal de réactions de tweetos qui souhaitent qu'Apple revienne à ses formes arrondies, justement. Restons un moment sur la photo pour conclure. Vous savez qu'il y a, en plus des rendus et des photos qu'on peut faire avec Stéphane, des classements qui sont faits par rapport à des performances pures en laboratoire. C'est le cas de DxO, la marque française, qui réalise un benchmark chaque année des meilleurs appareils photo pour smartphone. Et elle continue, aux surprises, regardez, à classer, non pas l'iPhone en tête, mais en tout cas devant le Galaxy, nettement le Galaxy S23, qui, si je ne me trompe pas, est loin d'être... il est où, ce Galaxy ? En bas, tout en bas. Il est tout en bas, ouais. C'est le Honor qui est en tête aujourd'hui, suivi du Huawei, du Pixel 7, on a testé également, qui est remarquable. Ouais, un autre Honor. Un autre Honor, et le Pixel, et le premier iPhone est cinquième, alors que le Galaxy S23 Ultra est en queue de peloton. Enfin, bon, bref. Non, surtout, le iPhone 13 Pro Max est devant le S23. Ouais. C'est pour ça que j'avais fait même des tests sur qu'on n'a pas publié là maintenant, mais on pouvait voir la comparaison. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, bien évidemment. Je trouve que c'est un petit peu exagéré comme classement. On ne connaît pas trop leurs critères, mais bon, en tout cas, la tendance, c'est quand même que Apple n'est plus aussi ridicule que par rapport à avant. Ah non, ça fait 2-3 ans maintenant qu'Apple a rattrapé son retard, Rita, on peut le dire. Oui, et en plus, dans ce classement, le Pixel 7, avec tout mon respect pour le Pixel 7, je l'utilise aussi. Je suis une personne qui utilise beaucoup des pixels, donc j'aime beaucoup. T'es obligé, c'est dans ton contrat, c'est comme nous. Exactement. Donc, mais le Pixel 7, il n'a même pas de zoom. À être devant le S23 Ultra, je pense que c'est un peu... Voilà. C'est discutable. Ouais, c'est discutable. À voir encore quels sont tous les trucs qu'ils prennent en compte quand ils font ces tests, parce que parfois
déjà, même nous, quand on fait nos tests sur Android Authority ou tous les sites qui font leurs tests, on ne peut pas tenir en compte toutes les situations. Par exemple, tu ne peux pas tenir en compte comment le téléphone il va prendre une photo dans un concert, sauf si tu vas dans un concert et tu essaies de prendre des photos. Donc avec la nuit, avec les stroboscopes, avec la fumée qui vient devant et avec le zoom, avec les gens qui te tiennent devant toi, il y a des situations où tu peux pas, pour lesquelles tu ne peux pas tester. Aussi pour le mouvement. Par exemple, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, le mouvement, c'est les trucs, c'est les sujets dont on prend le plus de photos de nos jours, et à voir comment les téléphones ils peuvent s'adapter à ces situations-là. Et il y en a beaucoup qui donnent des photos vraiment trop belles, mais il faut que tu te poses devant la Tour Eiffel et que tu prennes la photo. Et il y en a d'autres qui performent beaucoup mieux quand il y a un sujet qui est vraiment pas dans une situation d'éclairage idéal et qui bouge beaucoup et qui prennent quand même une très bonne photo. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, Rita, parce qu'en clair, ça, c'est aussi un vrai conseil d'achat aujourd'hui. Quel modèle choisir, c'est en fonction de ses usages. Et par exemple, si vous avez besoin de faire beaucoup de zoom, il faut prendre effectivement un téléphone qui valorise ce mode-là, ce qui n'est pas le cas de tous les Android et encore pas tout le cas des iPhones. Un iPhone, ça s'arrête à x3. Si vous voulez aller au-delà, il faut prendre un Galaxy notamment ou une marque concurrente. Regarde cette réaction sur Twitter de Mister X Evo, c'est pas notre Mister X qui va revenir, je vous rassure. Il est absent depuis quelques mois, Monsieur X, c'est l'ancien responsable d'Apple qui avance message masqué. Regardez cette réaction de Mister X Evo, sachant que la 4K d'Apple est aujourd'hui la meilleure du marché, quid de la 8K du S23 Ultra. Et oui, le Samsung est 8K, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone qui reste à 4K. Alors, ça donne quoi la 8K ? Déjà... il y avait aussi la stabilisation que vous voulez qu'on Alors, teste. parlons de la stabilisation si tu veux. D'abord, d'un premier temps. On sait que c'était aussi un gros argument depuis maintenant 2 ans. Apple insiste sur un traitement numérique sur la stabilisation, plus un traitement optique et un stabilisateur sur le capteur. Ouais. Beaucoup de testeurs ont mis en avant, Rita et Stéphane, la stabilisation qui était vraiment remarquable sur le Samsung, qui était déjà un point fort de l'iPhone. Bon, voilà, j'ai descendu 9 étages. Ouais. Donc à gauche, le Galaxy, à droite. Voilà, donc voilà. Si un étage aurait suffi. Je sais, mais j'ai fait. Même tu aurais sauté sur place. J'ai fait les 9 étages. Bon, c'est bien. Et la qualité c'est impressionnant quand même. Voilà, et je descendais très vite. Je descendais très vite. Moi, je veux pas. C'est quand tu tombes. J'ai l'impression que le Galaxy est un poil meilleur en termes. Oui, je sais. Et donc en gros, c'est ça qui était marrant. Et donc. J'ai pas fait les côte à côte, j'ai regardé, j'avais 2 très bonnes vidéos quand même. 2 très bonnes vidéos en mode action, comme on dit. Là également, ils se tiennent à la culotte, Rita. Il y a vraiment énormément d'efforts qui sont faits sur la stabilisation. C'est le point le plus important sur les téléphones. C'est assez bluffant aujourd'hui. On peut filmer, carrément trembler comme ça, l'image reste stable. C'est assez bluffant. C'est fort, c'est un autre bénéfice des capteurs de 100 mégapixels. Quand tu as une image qui est vraiment trop grande, ce que tu prends en vidéo, c'est quelque chose de vraiment trop petit en fait. Et tu bouges comme tu veux, ça peut toujours quand même stabiliser le rendu final. L'intelligence artificielle va cropper dans l'image et maintenir une horizon artificielle des rendos pour que l'image paraisse toujours stable. Alors justement, on parlait de la 8K avec Tweetos à l'instant, tu as fait quelques images. Donc l'iPhone là, on est bloqué en 4K encore. Pour un événement bien particulier, c'est le 201e but d'Mbappé. Tu as les droits là ? On a les droits pour ça ? Ouais, c'est moi qui ai pris la photo. Ah bon, d'accord. Là, la vidéo, donc Et là, on voit, tu zoomes et on voit. Je zoome et regardez, et encore, j'aurais pu aller beaucoup plus. Ouais. Je voulais juste garder un peu l'ambiance et tout, mais c'est formidable. Quand je dis c'est formidable, c'est voilà. Donc en clair, encore une fois, la Rita, ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Le mode 8K en lui-même, il ne sert pas à grand-chose quand on prend une captation à partir d'un téléphone, mais ça permet éventuellement de zoomer ou au moment du montage, comme beaucoup de youtubeurs font aujourd'hui, ils tournent en 4K et puis ils croppent dans l'image aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et en plus, tu as la versatilité de changer de capteur en plus quand tu utilises le téléphone. Donc, tu peux même aller avec le zoom optique et en plus tout ça, donc ça s'ajoute en fait. Et tu trouves, normalement, quand tu utilises des téléphones comme ça, tu trouves que toutes ces photos et ces vidéos que tu pensais même pas pouvoir prendre 1 ou 2 années avant, maintenant elles deviennent possibles et elles deviennent quand même de bonne qualité. Donc tu peux les prendre et tu peux les montrer à tes amis, tu peux les garder comme tes propres mémoires et tout ça. Donc c'est encore mieux. On se demande qu'est-ce qui reste. Ça avance, quoi. Qu'est-ce qui reste encore aux constructeurs d'appareils photo classiques et de caméras avec justement cette intelligence artificielle qui est implémentée aujourd'hui, qui a un vrai plus, une vraie valeur ajoutée.
Et c'est un vrai savoir-faire de ces géants de la tech aujourd'hui. Donc, plutôt avantage, vous l'avez compris, sans surprise, au Galaxy S23 Ultra côté photo, notamment si vous voulez cropper dans vos photos en 200 millions de pixels ou si vous voulez utiliser un téléobjectif ou là encore la vidéo en 8K. Mais l'iPhone, on l'a vu, est loin d'être ridicule. On va revenir dans un instant sur le design qui en parlait tout à l'heure, Rita, mais d'abord place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, qui est au soleil, c'est notre ami Laurent qui le remplace. Il va essayer de prendre la pause comme notre ami Didier. Quoi ? Voilà. Ah, il est comme ça ? Non, il est un peu 3/4 pour... voilà. Comme ça, là, légèrement. Alors, on commence par quoi, l'iPhone 14 ? Alors, l'iPhone 14. Écoute, l'iPhone 14... Tadam! Oui, qu'est-ce qui se passe ? Roulement de tambour, nouvelle couleur. Nouvelle couleur. Nouvelle couleur. C'est le printemps qui arrive bientôt. C'est le printemps qui arrive bientôt et donc on a fait un iPhone canari. Jaune, c'est juste la couleur qui change. Jaune. Pas de prix qui change, pas de... Jaune. En 14 et en 14 Plus. Jaune. Pas de 14 Pro. Ah bon ? Non, pas de 14 Pro. Jaune. Bien. Bon. Bah, c'est la première info. Ouais, tout à fait. Deuxième info, on passe au MacBook Air, au MacBook Pro. Ouais. Et écoute, on pense qu'il pourrait y avoir une annonce en M3 déjà pour la DubDub. Moi, j'y crois pas du tout. La DubDub, c'est la WWDC. Tout à fait, c'est la conférence développeur qui aura lieu en juin. Mais il y a un bruit de couloir qui dit qu'il pourrait y avoir J'y crois pas, moi. Perso, j'y crois pas. Donc, mais, alors, le M2 n'est pas encore généralisé à toute la gamme Apple, puisqu'il y a encore l'iMac qui n'en est pas équipé. Les gammes Pro, à savoir le Mac Pro, n'est toujours pas sorti. Le Mac Studio est toujours en M1 Pro. Donc, ce serait assez... Ça irait vite, hein, ça ferait... Surtout, il y aurait un chevauchement de... de 3 gammes. De gamme. M1, M1 Pro, M2, M2 Pro et M3. Ouais, voire M3 Pro. Alors, on sait que les gammes d'Apple sont de plus en plus compliquées, mais alors là, c'est vraiment là, on atteindrait effectivement. Bon, ça sort de... C'est Gurman qui l'a sorti dans ses prévisions dominicales, hein, donc on verra ce qu'il en est. Autre annonce d'Apple. Nouveau roulement de tambour musical. Alors, on en avait parlé, hein, on avait déjà dit plusieurs fois dans les besoins. Nouvelle Apple Music. Non. Apple Music classique. Classical. Exactement. Donc, en fait, vous pouvez aller sur le... Alors, c'est énorme. Tu peux aller réserver le téléchargement de l'app dans le store qui arrivera le 28 mars. En fait, ils avaient racheté un service de musique. Très haute qualité sonore. Très haute qualité sonore. Mais alors, ce qui est intéressant, moi je suis un fan de classique, de musique classique. Ah bon ? Ouais, je suis un grand fan de musique classique. Donc je vous le dis. Je crois qu'il aimait que les pas d'IEL. Tout à fait, pas du tout. Donc, et j'attends quelque chose et j'espère qu'il y aura. Le problème de la musique classique, c'est qu'en fait, pour un même morceau, il y a plein d'interprétations possibles. Ça peut avoir été joué par plein d'ensembles musicaux. Et apparemment, ils ont récupéré pas mal de métadonnées où on va pouvoir faire des tris et trouver, tu vois, pour un même morceau. Donc j'ai hâte de voir. C'est bien pour les musiciens, tu penses ? Non, parce qu'il y a musicien classique, c'est bien pour les audiophiles de musique classique. Alors, pour l'audiophile, il faut avoir du lossless, donc là c'est le cas, mais pour l'instant, l'iPhone, moi, je connais un jeune pianiste qui vient d'avoir son iPhone, il s'appelle Gary, il va adorer ce service-là. Super. Et donc, c'est issu d'un rachat d'un service de musique qui a été racheté l'été dernier et qui arrive maintenant, qui a été intégré à Apple Music. On revient à l'iPhone 15, encore une fois. Alors, il y a, pareil, hein, on parle de buzz, il y aurait un nouveau fournisseur pour le lidar. Donc, qui est pas laser, hein, mais qui est le light. Hein, Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'habituellement, les fuites, elles viennent soit des usines, soit de liqueurs qui sont en contact avec les usines. Là, ça viendrait des services financiers. Et ça serait Sony qui fournirait peu ou prou, peut-être même l'intégralité des lidars de l'iPhone 15. C'est-à-dire qu'ils fournissent aussi les capteurs, là, je crois. Ouais, mais là, du coup, ils iraient extension sur ce capteur supplémentaire. Allez, on conclut avec l'iPad Pro. Le cher iPad Pro, le très cher iPad Pro, parce que potentiellement, il pourrait devenir OLED. Et vu la taille, hein, ça le rendrait minimum, même le ticket d'entrée, ça serait, tu vois, 1500, peut-être 2000 euros. Donc, il y a à la fois, tu te dis, oh, super, un écran magnifique. Aujourd'hui, il est en mini LED, c'est ça, hein. Ouais, et de l'autre côté, tu te dis, ah, le prix. Ouais. Donc voilà. Donc,
on a hâte. Hein. Ce sont des rumeurs, ça nous fait vivre, hein. ça nous motive à parler, à blablater, mais c'est très curieux, ça nous inquiète un peu. C'est très curieux, effectivement. Apple, c'est une rumeur récurrente de l'arrivée de l'OLED sur l'iPad. Apple a été l'un des premiers fabricants à installer du mini LED sur son iPad. Tu m'arrêtes, Rita, mais c'est vrai que dans le monde Android, le LED ou même le monde PC est très développé. Et Apple, que ce soit pour les ordinateurs et les iPads, ils ne l'utilisent pas. Et c'est assez incompréhensible pourquoi. Ils l'utilisent sur l'iPhone, brillamment. Ils l'utilisent sur l'Apple Watch. Et je serais surpris pourquoi maintenant le LED arriverait sur l'iPad. Hein. Moi, personnellement, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a des problèmes de techno, tu sais, des problèmes de brûlure d'écran qui fait que, je ne sais pas, où ils n'arrivent pas à avoir un standard de qualité qui correspond au standard d'Apple? Je pense qu'ils n'avaient pas encore réussi à développer ce truc. Pour ma part, je suis utilisateur Mac, donc je suis sur mon iMac. Je suis un peu à chevaux entre tous les écosystèmes. Et j'ai un iPad et tout ça. Donc pour moi, j'aimerais bien avoir un écran OLED, mais je trouve que l'écran du iMac M1, il est vraiment pas mal comme il est. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, le LED, je pense qu'il est bien si tu regardes beaucoup de vidéos, si tu fais beaucoup de gaming, je pense aussi. Mais pour avoir des noirs profonds et tout. Ouais, pour avoir ces couleurs et ces trucs qui te sautent aux yeux. Mais en plus, en même temps, je me pose la question parce que Apple, ils sont vraiment connus dans le domaine de tout ce qui est design et graphique. Et le LED, donc, je sais beaucoup de personnes, je connais beaucoup de personnes qui, quand ils font des designs de trucs et qu'ils vont les imprimer, ils disent que les écrans Apple, ils sont vraiment parfaits parce que la couleur et la représentation de l'écran vers l'imprimante, la colorimétrie, elle est parfaite. Donc, je pense que peut-être ils n'ont pas encore switché vers les OLED parce qu'ils avaient peur de cette différence. Et que toutes les personnes qui sont dans le monde du graphisme ne se disent c'est pas la même chose, j'arrive pas à avoir les mêmes résultats, c'est pas aussi précis qu'avant, donc c'est peut-être pour ça. Regarde cette réaction sur Twitter de François SLN. Que dire du design du Galaxy S23 comparé à un iPhone 14 Pro, que ce soit du dos avec la disposition des objectifs du S23 ou de face avec la Dynamic Island de l'iPhone? Ça tombe bien, on en a un chapitre tout entier. Alors, évolution, comme chez Apple, chez Samsung, donc un design plutôt qui évolue de manière incrémentale, que ce soit l'iPhone ou le Galaxy, Stéphane, le design est quasi identique d'une génération à l'autre. Oui, on n'est pas bouleversé. On mettrait les téléphones un peu côte à côte. Voilà, on les mettrait côte à côte. Je parle de Samsung déjà précédent par rapport. C'est quasiment le même. C'est quasiment le même. En dessous, il y a le petit stylet qui est là bien placé, etc. Juste, on a des couleurs qui sont changées. Donc, il y a vraiment là pour le coup, il y a du noir, du vert, du crème, du rouge et du lavande. L'écran, il est moins incurvé et la bordure un peu plus plate pour une meilleure prise en main. Et ce que disait tout à l'heure Rita. Voilà. Donc, ils ont un peu affiné les bordures. Oui, mais c'est franchement, je pense qu'on a. On n'est pas bouleversé, mais en tout cas, il est certifié IP68 pour une immersion à moins d'1,50 m et pas plus de 30 minutes. Hein. Vous amusez pas à faire de la plongée comme j'ai pu faire cet été. Voilà, en tout cas, je pense qu'on est... Voilà. Laurent. Moi, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, mais il est immense. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé mais terriblement immense par rapport. Et en fait, c'est très intéressant parce que Stéphane me dit, mais pas tant que ça, regarde, mets-les côte à côte. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il est un peu plus haut, mais quelques, tu vois, vraiment, 3 mm, 4, mais pas plus. Hein. Mais en fait, c'est les coins. On est tellement habitués à ce côté arrondi et tu vois, qu'on cajole de nos iPhones, que quand tu as ce côté très carré, tu vois, limite... Par contre, moi, vraiment, la qualité de finition, Rita, est vraiment remarquable. Hein. On est loin des premières générations Galaxy en plastique. Là, la finition est largement au niveau d'Apple. L'inox sur le côté, c'est remarquable. Hein. Oui, et encore pour les plus bas de gamme, là on parle du S23 Ultra, mais le S23 et le S23 Plus sont encore, la finition elle est vraiment trop bien et ils sont même un peu en cran au-dessous de Apple, je pense. Par contre, c'est une vraie différence par rapport au Pixel. Là. Il y a on voit une vraie valeur ajoutée en termes de design. La qualité est bien meilleure. Bon, c'est pas le même prix, hein, mais. Ouais.
Je trouve un peu que comme j'avais dit, pour la prise en main, les Samsung sont un peu mieux. Pour le design, j'avais un collègue qui était passé chez Samsung pour le briefing et il avait pris côte à côte le S22 Ultra et le S23 Ultra. Il nous avait envoyé la photo et il nous avait fait un quiz. Il nous avait dit lequel est le nouveau et lequel est l'ancien. Et on s'est tous mis à regarder les détails des détails. Ça a pris je sais pas combien de temps. Donc vraiment. Mais en même temps, on regarde beaucoup trop les designs de ces phones, mais on les met dans une coque en fin de jour parce que presque personne ne va travailler ces téléphones. C'est 1200, 1300, 1400 euros sans vraiment les mettre dans un tout petit peu de protection pour qu'ils ne tombent pas et ne se tracassent pas en 10 parties, quoi. Et la deuxième chose, je sais pas, pour moi, c'est un peu personnel, je pense, mais je trouve que quand j'achète un téléphone, je le regarde pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, et puis après, je vois plus le téléphone, c'est le contenu qui m'importe le plus. Donc, quoi qu'il fasse en tant que design, sauf s'il change vraiment la donne complètement, et c'est quelque chose qui vraiment mérite que je le mette pas dans une coque, que je le garde toujours, que je le regarde, que je le cajole le téléphone, quoi, et tout ça, ça va rien changer pour moi parce que le contenu, l'écran, ce que je lis, les gens avec qui je parle, les photos que je vois, c'est ça le plus important pour moi. Donc, je sais pas, on peut s'attarder beaucoup à parler de design, mais en fin de compte, ce qu'on oublie un point, c'est qu'il y a une fonction utilitaire, tu l'as parfaitement résumé, Rita, mais c'est que tu as aussi un objet statutaire aujourd'hui, un smartphone haut de gamme. Ouais, ça c'est vrai. On voit beaucoup dans toutes les sociétés. Et donc Apple joue beaucoup sur ce côté-là, même si c'est vrai, finalement, on le finit par le cacher par une coque. Souvent des coques qui valent très cher si on les prend chez Apple pour montrer, regardez, c'est quand même un iPhone. Regarde cette réaction de Florian Martin à propos du design de l'iPhone. Personnellement, j'espère le retour de ce confort compact aux bordures arrondies qu'est l'iPhone 11 Pro. J'ai du mal à lâcher le mien pour cette unique raison. Je ne veux pas d'un parpaing dans la poche et dans la main. C'est peine perdue, je crois, effectivement. Les rumeurs, on verra au mois de septembre. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du dos, Stéphane ? Une face arrière en verre. Oui. Mais là, encore une fois, on l'a vu depuis l'année dernière, une disposition des capteurs qui est complètement différente. On n'a pas l'implantation typique d'Apple. Non, ça c'est sûr, on n'a pas les autocuiseurs là, les plaques à induction, c'est ça qu'on appelle. Ils avaient donné une argumentation, Laurent, sur la forme en triangle ou en pyramide. Ils avaient donné là pour ça, ils avaient une explication. Oui, parce qu'en fait c'était pour que quand tu passes le zoom, il y a la position fait qu'il y avait une continuité dans le zoom et que l'écart exactement, que l'écart du passage de l'un à l'autre soit le plus naturel possible avec tu vois un décalage le plus faible possible. Alors là, il y a 2 lignes verticales. Exactement. Je peux aussi... vas-y, je te laisse faire ton... Mais voilà, il y a deux lignes verticales qui rassemblent les capteurs et le flash. Attention au gaucher, parce qu'on risque de poser le doigt sur un des capteurs. Le capteur qui est le plus bas. Exactement, donc c'est juste ça. Il faut juste faire attention. Depuis tout à l'heure, j'ai Laurent Pantanage qui utilise le stylet et il fait des bip-bip et ça fait des actions sur le Samsung. Tu sais. Parce qu'on l'a pas dit, parce que le stylet, on va en parler dans un instant, il fait aussi télécommande. Voilà, exactement. Et donc là, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de s'amuser avec et ça fait des boum-boum. Voilà, excusez-moi, donc il essaie de me disturber. Alors, le point fort du S22 et du S23 et de toutes les générations de Samsung, puisque c'est un fabricant de dalles, on le répétera jamais assez, c'est son écran. Exactement. Et donc, on retrouve, c'est un écran AMOLED de 6,8 pouces, identique donc au S22. C'est vraiment le même. Le même, et franchement c'est un bel écran, il n'y a pas rien à dire, c'est 6,7 sur l'iPhone 14. Donc il y a peu de différence à part la forme, on l'a vu. Bien sûr, donc il y a un rafraîchissement de 1 à 120 Hz qui utilise donc selon le contexte, si on veut jouer à un jeu, regarder un streaming. On appelle Promotion dans l'univers Apple. Donc dans l'univers Apple, qui permet donc de pouvoir faire de l'économie donc de batterie, on en parlera plus tard pour la batterie. Il y a toujours le mode Always On Display qui a été donc imité par Apple. Vraiment, ça fait partie des fonctionnalités que Samsung a continué à utiliser. Et donc là, pour l'instant, je pense que de ce côté-là, la technologie, elle est stabilisée. Alors regarde cette réaction de Féfé du 83 sur Twitter. Perso, un écran d'aussi bonne qualité que celui actuel, mais plus grand et sans encoche, c'est son souhait pour le prochain iPhone. J'ai comparé mon 14 Pro Max avec le S23 Ultra. Ils sont quasiment égaux, on l'a dit, mais le fait qu'il y ait juste un rond au centre de l'écran
Le Samsung fait plus grand, mais Android impossible pour moi. Alors ça, c'est un vrai débat. Alors il n'y a plus d'encoche sur le Ultra, hein, c'est réservé sur l'iPhone 14 Pro, j'y suis arrivé. Il y a une Dynamic Island. Vous voyez, sur le Samsung, il y a juste un petit poinçon là, ici, qui est très élégant, mais il n'y a pas la technologie Face ID derrière. Hein. Il y a une technologie de reconnaissance faciale. Quand on paramètre le téléphone avec ça, c'est vrai que ça prend autant... Sur l'iPhone, ça prend quand même 45 secondes, 1 minute quand même pour qu'on scanne. Il modélise en 3D son visage. Et là, ça prend 25 secondes. Ouais, donc c'est du 2D. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite. Je pense qu'on pourrait refaire le coup des jumeaux. Tu te rappelles qu'on avait fait au tout début de Face ID à 42. Je pense que là, peut-être il se ferait avoir. Ici. Ouais, en clair, Rita, le système de reconnaissance faciale n'est pas aussi évolué que celui d'Apple. Ils ont pas été du tout la même direction qu'Apple de ce côté-là. Il y a d'autres systèmes de sécurité que la reconnaissance faciale. Ah oui, il y en a plein. Oui, ils utilisent l'empreinte digitale et pour la reconnaissance faciale, je suis pas en fait sûre à 100%, mais je pense qu'ils font un tout petit peu comme Google fait avec son Pixel, ce qui fait que tu peux déverrouiller ton téléphone avec la reconnaissance faciale, mais tu peux pas l'utiliser pour ouvrir des applis si elles sont protégées par une méthode de sécurité, ou utiliser des modes de paiement. Là, il faut me corriger si je suis à côté, mais je pense que c'est ça. C'est juste pour déverrouiller, ça facilite ça fait que ça fait un peu plus rapide pour déverrouiller si on veut pas mettre l'empreinte là exactement là où elle doit être mise. Mais pour les applis et pour le paiement, c'est l'empreinte qu'il faut utiliser. Le système est moins abouti que l'iPhone. Effectivement, Apple pour l'instant est le seul à avoir été aussi loin en matière de reconnaissance faciale. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement vous avez ce qu'on appelle la Dynamic Island qui est sur la face avant, qui aujourd'hui a fait beaucoup couler d'encre de manière assez positive, hein, puisque Apple joue avec cette Dynamic Island aujourd'hui, vous l'avez vu, dans iOS pour les notifications. Hein, et c'est assez réussi. C'est la principale nouveauté de la gamme Pro cette année, faisant d'une faiblesse une force et jouant avec l'interface. Et d'ailleurs, pas mal de constructeurs Android se sont amusés à essayer de copier. Regarde cette réaction sur Twitter de Momo. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui, Rita. Ouais. C'est que il y a 2 trucs à ajouter. C'est que sur Android, il y a plein de téléphones qui ont la reconnaissance faciale qui est vraiment secure, donc que tu peux utiliser pour les paiements et tout ça. Mais la plupart des compagnies se sont un peu déplacées de ça et sont revenues à l'empreinte. Il y avait par exemple le Pixel 4 qui l'avait et qui était vraiment trop bien. Et je pense qu'il y avait des Huawei, des Honor, de tout ça qui la font aussi. Le deuxième, c'est qu'il y a des avances un tout petit peu dans tout ce qui est reconnaissance faciale et ça pourrait vous intéresser en tant qu'utilisateur iPhone. J'étais au MWC et il y avait une compagnie qui montrait un sensor, un facial recognition sensor, qui se met sous l'écran et qui est vraiment utilisé de façon qui est vraiment utilisé pour la sécurité. Donc ils avaient fait des 3D models de leur visage et ils mettaient le 3D model, ils ne le reconnaissaient pas, ils mettaient leur propre visage, ils le reconnaissaient et c'est des capteurs qui sont sous l'écran. Donc ça pourrait permettre à Apple dans le futur de passer à côté de l'encoche ou de la Dynamic Island. Oui. Ouais. Alors, sachant que dans Face ID, il n'y a pas que le capteur de reconnaissance faciale, il y a d'autres capteurs, hein. Mais bon, dont un qui est fabriqué ou qui a été développé en France notamment. On ne désespère pas d'avoir une petite interview un jour, il se reconnaîtra. Regarde cette réaction de Momo sur Twitter, un écran plus grand certainement pour la prochaine iPhone, mais pas... Déjà, le max, son poids se fait sentir, 240 grammes, et j'ai plus besoin de faire une séance de musculation. J'attends un gap sur la photo de nuit, on l'a dit, car la concurrence fait beaucoup mieux. C'est pas si évident avec les photos de Stéphane. Hein. Alors, est-ce que c'est un match de poids lourd? On peut dire ça? Ah bah oui, ça c'est sûr. 233 grammes pour le Galaxy, 240 grammes pour l'iPhone, sachant que Samsung intègre en plus un pencil. Ah, et en plus, il a le pencil. Et donc, depuis tout à l'heure, je peux vous annoncer quelque chose? Oui.
Laurent a viré sa cutille. C'est-à-dire il est devenu fan du stylet. Alors, justement, Samsung... C'est pas mal. Le stylet, tu peux t'en servir pour déclencher des photos à distance. Plein de choses. Tu peux écrire. Ouais, c'est une télécommande. C'est une télécommande aussi. Mais tu appuies une fois, tu prends une photo, tu appuies 2 fois, tu prends un autre style, sympa, tu glisses, tu montes. Enfin, c'est incroyable. Ça y est, je vous ai dit. Au-delà, est-ce que toi, durant ton test ou Rita, vous utilisez le stylet au quotidien comme le promouvoit depuis des années? Je n'utilise pas ça. Donc moi, oui. Rita, le stylet ou contre? Ni pour ni contre, ça dépend des utilisations. Pour moi, je ne l'utilise pas trop si je suis la plupart du temps. Donc, lorsque je suis en mouvement, lorsque j'ai mon téléphone en main, que je veux pas que ça tombe par terre et tout ça. Donc, si je marche, si je vais dans le métro, je vais pas sortir le stylet quand même. Mais si je suis sur mon canapé, ouais, peut-être, je vais le faire. Donc, parfois, c'est vraiment une question de 1 seconde, mais apprendre le stylet, à commencer à écrire, c'est quelque chose. À juste faire un truc avec ton doigt, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et une piste qu'on aurait pu imaginer, regarde cette réaction de Massimo sur Twitter. En fait, la compatibilité avec le pencil de l'iPad pourrait être sympa pour une prise de notes rapide. Effectivement, on aurait pu imaginer qu'Apple permette avec un pencil de l'iPad de griffonner, ce qui n'est pas le cas sur son iPhone. Du coup, on a compris, nouveau design, plus de place, plus de puissance de cette batterie cette année, Stéphane. Alors, oui, c'est une batterie de 5000 mAh sur le Galaxy. Ouais. Galaxy, donc 5 heures d'autonomie en plus par rapport au... Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je peux vous dire, moi, je ne l'utilise pas beaucoup. Je n'ai pas fait de streaming, etc. Et il m'a bien tenu plus de 2 jours. Et j'ai fait quelque chose de très soft. C'est vrai que je l'ai utilisé pour mes mails, etc., pour un peu de réseaux sociaux, mais pas plus. Mais si on veut vraiment aller faire du test équivalent entre l'iPhone 14 Pro Max et le S23 Ultra sur du streaming vidéo, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui gagne parce qu'on a 29 heures de lecture vidéo versus 26 heures. C'est des données constructeurs. Après, en fonction de la luminosité de l'écran. Bien évidemment. Wifi, et comme il est très bel écran, on a envie de le mettre là. Et c'est peut-être ça aussi. Moi, en tout cas, là où il y a vraiment un point fort, que là, Apple, on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas le faire. Bon, pourtant, ça ne semble pas si compliqué que ça. Parce qu'avec le MagSafe, on pourrait potentiellement le faire. C'est la charge inversée pour recharger ses oreillettes ou d'autres téléphones de manière très rapide à 45 watts contre 15 watts pour l'iPhone. Ça, c'est la recharge rapide. Oui, pardon, pour la recharge rapide, pardon. La recharge inversée, ça c'est recharger ça n'a pas de par exemple. Ça, c'est pratique. Aujourd'hui, je ne l'ai apporte pas parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de la charger ce matin. Mais en tout cas, pour la recharge rapide, on est à 45 watts versus 15 watts pour l'iPhone. Et en gros, en 20 minutes... 3 fois plus, quand même. On arrive, en 20 minutes, on charge 50% contre un peu plus d'1 heure pour une recharge... avec un peu plus d'1 heure pour une recharge complète versus 1h40 pour l'iPhone, pardon. Ouais. Donc ça, c'est un vrai avantage. On voit dans le monde Android, Rita, beaucoup de constructeurs. Et Samsung, c'est pas le plus rapide. Il y a des marques chinoises qui rechargent en 20 minutes un téléphone aujourd'hui. Il y a que Xiaomi qui est très bon pour ça. Il y avait, je pense, même Realme qui avait annoncé un truc à 9 minutes ou à 12 minutes à MWC. C'est des nombres hallucinants. Mais en même temps, on se rend compte que la plupart des comment dire, manufacturers of téléphones, constructeurs. Je pense en anglais la plupart du temps, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, la plupart des constructeurs de téléphones, ils vont vers des charges sans fil ou filaires et qui vont de 150 watts, 200 watts, 240 watts. On a sur nos ordinateurs d'ordinaire, c'est ça, hein? Oui, des numéros exorbitants. Et sur notre test, sur Android Authority, on se rend compte que la charge maximale, elle est gardée pour 1 minute, 2 minutes maximum. Et après, ça tombe jusqu'à ce que ça se stabilise. La plupart du temps, c'est vers les... Ça dépend en fait, mais ça se stabilise vers les 20, 30, 40 watts, un truc comme ça. Le Samsung, par exemple, il se charge normalement à 45 watts, mais il commence à 45 pendant, je pense, juste 5 minutes, s'il est complètement vide. Et puis après, il tombe vers, je pense, vers les 20 quelque chose watts. Donc, donc oui, ça te donne un boost vraiment très rapide si ton téléphone est complètement éteint et tu veux l'utiliser. Mais intelligent. Mais en fin de compte, ouais, c'est intelligent et il y a en plus des constructeurs qui parfois te donnent l'option de choisir je veux une charge rapide ou je veux une charge normale. Ce qui est vraiment très bien. C'est ça que tu es en train de faire. Oui.
Si tu déactives, c'est bien aussi pour la longévité de la batterie parce que tu ne veux pas toujours pousser la batterie à charger au maximum de ses capacités pendant le plus longtemps possible parce qu'après, ça va se détériorer. Il y a des cycles, il y a tous les constructeurs qui se donnent, bah oui, ça peut tenir 800 cycles. 800 cycles, ces jours-là, c'est moins de 2 ans, je pense. C'est très juste, hein, Rita. On avait reçu, tu étais avec nous, Laurent, un responsable de Schneider Electric. Tu sais qu'il y a un spécialiste français, notamment de tout ce qui est système de recharge, et pas seulement, d'électricité de manière générale et des composants électriques. Il nous expliquait que la recharge rapide, c'était très bien, mais qu'il y avait un risque potentiellement d'endommager plus rapidement, en tout cas de diminuer la durée de vie de la batterie, Laurent. Non, rien, je voulais juste rajouter que c'est pareil sur les voitures électriques. Hein. Quand ils te donnent recharge à 150 kW, en fait, tu te rends compte que ça part à 150 kW et puis que progressivement, plus tu remplis... Ça donne un boost. Oui, c'est ça, mais plus tu remplis, plus ça descend. Donc, c'est juste, on est sur des technos de batterie, donc il n'y a pas de souci. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Je préfère qu'on parle de l'USB-C et de l'eSIM. Alors, l'USB-C, ça, sans surprise, elle devrait arriver l'année prochaine chez Apple. Ils sont obligés par la législation. Voilà. l'eSIM, est-ce qu'il y a de l'eSIM ? Oui, il y a de l'eSIM, bien évidemment. On peut mettre jusqu'à 8 eSIM, si on veut même. Jusqu'à 8 lignes. 8 lignes. Non, il y en a 2 qui peuvent être actives en même temps. Ouais, d'accord. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est mieux, d'ailleurs, non ? Alors, regarde cette question Twitter de Manu à nouveau. La puce Snapdragon 8, génération 2 du S23 Ultra fait-elle le poids face à la puce A16 Bionic du 14 Pro Max ? Apple a en général une longueur d'avance malgré sa sortie 6 mois plus tôt. Eh bien, on va le savoir tout de suite dans ce prochain chapitre. Puissance, avantage à l'iPhone. Fini, Rita, il y avait toujours 2 gammes différentes de puces pour l'Europe et les États-Unis ou l'Asie. Fini les Exynos, les fameux 2200. Une puce assez décriée qui était réservée au modèle européen des Galaxy. Les S23 Ultra disposent d'une puce plus évoluée et unique. Et c'est Qualcomm qui a signé ça. C'est ça, oui, Qualcomm avec le Snapdragon. Hein. Snapdragon 8 génération 2. Donc. Alors, tu as fait les Geekbench. Voilà. Si on peut nous diffuser les images. D'abord, ce Geekbench 6 en simple et multicœur. Alors, c'est juste à titre illustratif et informatif. Oui. Voilà. On voit que la techno d'Apple reste devant. Alors, bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal de débats. On dit que les tests de Geekbench ont tendance à favoriser Apple. Mais on voit que Apple persiste et signe en matière de puissance. C'est plus aussi criant qu'avant. Ouais, par contre, la conso. Ouais. Donc ça, c'est le simple cœur multicœur. Et si on passe au test de graphique, pardonnez-moi, l'autre test Geekbench. Là, par contre, la différence est bien majeure. Bien meilleure. Voilà, c'est sûr. Voilà. Mais on voit bien la différence. Ça a été dit tout à l'heure. Oui, pareil. C'est vrai qu'il y a de la latence. On sent bien que sur certaines actions, on a de la latence. Quand on appuie sur le bouton pour lancer une vidéo en 8K, c'est pas immédiat. Faut pas. Sachant qu'on sent qu'Apple a encore sous le pied, on n'est pas passé à une finesse de gravure de 3 nanomètres, on est resté à 5 nanomètres. Ce sera certainement à la rentrée, d'après ce que nous disait notre ami Fred Crassa l'autre jour lorsqu'il a fait une émission sur le M2 Pro avec nous. Rita, cette stratégie d'Apple de propriétariser sa puce et de vraiment répondre à ses besoins en matière d'économie d'énergie, d'abord c'est une vraie valeur ajoutée, aujourd'hui on le voit, et au-delà, est-ce que d'autres constructeurs veulent s'en inspirer? Quelqu'un comme Samsung produit ses propres puces, est-ce qu'ils ont la capacité de suivre aujourd'hui ce que fait Apple, où ils sont toujours obligés de passer par des fondeurs comme Qualcomm ou Intel pour le PC? Ils avaient l'Exynos, mais ils avaient un petit problème de puce. C'est que tous les Exynos qui étaient vraiment faits récemment, et ils tendaient à se surchauffer un tout petit peu plus et les résultats n'étaient pas vraiment aussi idéaux qu'avec Qualcomm. Et quand Qualcomm est passé, je pense, pour la 8 Gen 1, la première, ils utilisaient, je pense, Samsung Semiconductors comme base pour leur puce, et ça avait les mêmes inconvénients. C'est un vrai problème industriel de conception, et que Samsung n'a pas l'outil industriel. Il faut rappeler que c'est TSMC qui travaille pour Apple et qui travaille aussi par ailleurs pour d'autres fondeurs comme Qualcomm ou Nvidia.
Ils sont passés, oui, c'est donc Snapdragon, Qualcomm, quand ils sont passés pour la 8 Plus Gen 1 et pour la 8 Gen 2, ils sont passés à TSMC et la différence, elle se voit vraiment dans tous les tests et même dans l'utilisation quotidienne. Maintenant, en tant que... Il y a Mediatek qui fait ses propres puces, il y a aussi... Google qui essaie un peu de faire un truc à la Samsung, à la Apple, et qui prend des puces de Samsung et qui les transforme un tout petit peu pour se faire son propre processeur à eux et faire des trucs qui sont vraiment spécifiques dans tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Et ils commencent à s'approprier ça. On se pose la question si Google, à un certain moment, ils vont commencer à fabriquer leurs puces eux-mêmes, ça pourrait se faire, mais un tout petit peu comme quand avant ils utilisaient d'autres constructeurs pour se faire des Nexus et qu'ils sont passés à faire eux-mêmes leurs pixels, on pourrait se poser la question s'ils utilisent maintenant Samsung un peu comme point de départ avec leurs puces et après ils vont commencer à faire leurs propres puces. C'est une question. Donc, mais pour le moment... je pense que c'est clair, Apple est en tête et il ne faut même pas se poser la question. Oui. Mais en même temps, dans l'usage quotidien, si vraiment les millisecondes de millisecondes, ça ne fait pas vraiment tellement de différence, quoi. La différence se fait plus, Rita, sur la consommation énergétique. Là, on le sent vraiment. De génération en génération, on le voit, notamment sur iPhone. Hein. C'était un défaut de l'iPhone chronique, hein, l'autonomie. Et les nouvelles générations, il y a quasiment plus de soucis. On était même admiratif de ce qui se faisait dans le monde Android et c'est plus du tout le cas. La vraie question, Rita, au-delà, c'est de se dire il a fallu presque 10 ans de travail, même plus que ça, depuis la puce A4 qui est arrivée sur l'iPhone 4 et sur le premier iPad, pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce que, en suivant et en prenant les mêmes fondeurs qu'Apple, un Google, un Samsung peut rattraper ce retard en 2-3 ans? Parce que là, il y a un retard qui est certain et on va voir comment ils vont pouvoir le combler. Regarde cette réaction sous Twitter de Mick Gonzalez. Un prix plus abordable. Vous avez oublié cette réponse dans votre question, dans votre sondage. Oui, nous avons oublié cette réponse dans le sondage. Gonzalez, on est désolé. En revanche, en conclusion de cette émission, nous posons cette question. Pourquoi les smartphones sont de plus en plus chers? Alors pourquoi ils sont toujours plus chers les smartphones, notamment les smartphones de deux gammes? Regardez ces slides de prix du Galaxy S23 Ultra comparé au 14 Pro Max. Le S23 commence à 1 419 €. La version de base en 256 Go et 8 Go. Si on prend la version 72 Go et 12 Go de mémoire RAM, on passe à 1 599 €. Et le haut de gamme avec un stockage de 1 Tera et 12 Go de RAM, on est à 1 839 €. C'est cher, idem chez Apple qui est encore plus cher, 1 479 € le ticket d'entrée en 128 Go, 1 609 € en 256 Go, 1 869 € 512 Go. Et enfin, on a passé la barrière psychologique des 2 000 € pour le 1 Tera, 2 129 €. Stéphane. Tu aurais pu rajouter dans ta slide le Xiaomi 13 Pro qui vient juste de sortir. Xiaomi qui était le chantre des marques les moins chères, ou une des marques les moins chères sur du haut de gamme. Là, on a dépassé largement aussi les 1 000 €. Ça y est, on a critiqué Apple pendant des années, pesant qu'ils étaient chers et qu'ils passaient à chaque fois un cap. Je crains pour l'iPhone 15. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc, je vais laisser sûrement Laurent parler. Parce que là, on ne va pas parler de taxe Apple, mais là, on va parler de prix en général. Mais là, il faut vraiment, si vous avez vraiment voulu changer de téléphone, il faut vraiment en avoir un réel besoin, là, pour moi. C'est clair. Ouais, je pense. Il y a une dimension statutaire. Et l'iPhone a toujours été au-dessus des autres. Tu vois, il y a ceux qui ont un iPhone et ceux qui rêvent d'en avoir un, tu vois. Et les gens d'Android vont dire, mais non, on est très contents d'avoir nos Android. Bien sûr, mais quand tu poses la question, tu te rends compte que l'exemple de la bulle bleue, de la bulle verte, tu vois, Apple sait entretenir et mettre des petites taloches à Android régulièrement. Ce qui est embêtant là, c'est que si ces téléphones montent en gamme et que du coup Apple se retrouve dans la même cour, ils vont vouloir se démarquer en faisant un téléphone encore plus cher pour être au-dessus du lot. Donc je suis pas certain que l'augmentation du prix des Android soit une bonne nouvelle pour l'univers Apple, parce que j'ai peur que les prix Apple continuent de flamber.
Alors, regarde cette réaction de Stéphane Becquet sur Twitter. Bonjour, quel est le pourcentage de ventes que représentent ces deux hauts de gamme au sein de leur marque ? Est-ce que c'est une liche ? Est-ce que c'est une locomotive ? C'est une locomotive, c'est certain. Aujourd'hui, Apple ne publie plus en détail le nombre d'unités vendues. Il y a encore moins de modèles vendus, donc on ne peut pas vous donner de réponse. Mais il est certain qu'on assiste d'année en année une augmentation de prix. On a quelques chiffres à vous donner dans un instant. Autre réaction sur Twitter de Eric Haywick. Joli jeu de mots. La course aux fonctionnalités et performances de ces hauts de gamme très onéreux se justifie-t-il encore face à une offre de milieu de segment mature et très qualitative ? S'oriente-t-on lentement vers un marché de niche car trop élitiste ? Et enfin, la dernière question de Stéphane Ferré. Je trouve que les smartphones ont atteint une telle maturité que je ne comprends pas le renouvellement annuel par les marques. Les améliorations sont micro-incrémentales et les prix prohibitif. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de renouveler annuellement. Toutes les études, Rita, tu me carbone si je dis une bêtise, montrent qu'on change de téléphone tous les 3 ou 4 ans, donc ce n'est pas l'objet. Même toi. Même, non pas moi, parce que nous on les teste, donc, et puis Apple nous les file gratuitement, donc c'est facile de changer chaque modèle. Mais pour pouvoir, oui, bon, donc forcément, mais si je ne changerais pas tous les ans si je paye mon téléphone, c'est évident. Alors regarde cette étude, Rita, on l'a trouvée intéressante, elle est signée Ellocef.fr. Le prix d'achat moyen d'un smartphone a augmenté de 39% depuis 2017 en France, c'est énorme. Et selon une autre étude, cette fois-ci d'Idealo.fr, le prix moyen des iPhones a augmenté, tenez-vous bien, de 64% entre 2020 et 2022. C'est énorme. Hein. C'est plus une montée en gamme, là. Voilà. Et il faut souligner qu'en même temps, la demande a baissé drastiquement d'année en année, moins 27% par rapport à 2020 cette année. Toujours sur le site d'Idealo.fr. Moins 26% c'est pour Apple, moins 10% c'est pour Samsung, moins 24% pour Xiaomi. Donc on a l'impression que la plupart des constructeurs ont tendance à revoir à la hausse leur prix de leur appareil, aller vers sur une gamme de plus en plus premium, parce qu'il y a moins de concurrence et ils margent plus. Donc il vaut mieux vendre moins, j'ai l'impression, les amis, il vaut mieux vendre moins et marger plus que vendre plus et marger moins. C'est un peu le mantra d'Apple depuis longtemps. Hein. Ouais, nous, avec Stéphane, on a une autre approche. Ouais. On se met côté du consommateur et on se dit finalement, quand tu regardes que les avancées, elles sont qu'incrémentales, si tu n'as pas besoin d'avoir le dernier modèle, il y a de très bons coups à jouer. Hein. Alors, on n'en est pas là. Non, mais là, on est positionne de l'autre côté. Mais on n'en est pas là. Là, on essaie de comprendre pourquoi ils sont de plus en plus chers, les téléphones. C'est ça la question. Qu'il ne faille pas les acheter, c'est autre chose. Pourquoi les téléphones sont de plus en plus chers ? De plus en plus de technologie dedans. De plus en plus, il y a aussi la raréfaction des composants qui, tu vois, ils ont compensé. Non. L'inflation, l'incertitude, le contexte économique, d'accord. Et c'est des produits de luxe. Voilà. Et aujourd'hui, les constructeurs veulent vendre moins, mais ils veulent vendre plus cher. C'est un sentiment que tu as également, Rita, dans le côté Android. On l'a vu avec... tu parlais de Huawei tout à l'heure au Xiaomi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de trucs à déballer dans toute cette conversation. Je pense déjà pour les statistiques, il faut aussi se poser de la question parce que si le prix moyen de vente d'un iPhone ou d'un Samsung a augmenté mais que la demande a baissé, il faut se poser la question, peut-être que les gens qui achètent le iPhone 14 normal, pas Pro, pas Max, rien du tout, ces gens-là, ils ont tendance à ne pas renouveler chaque année, alors que les gens qui sont capables et qui se sentent financièrement stables, ils peuvent acheter un 14 Pro Max, c'est les gens qui vont acheter chaque année. Donc le renouvellement peut se faire beaucoup plus rapidement pour un Pro Max que pour un iPhone normal, ce qui fait que le prix de vente a tendance à augmenter. En plus, il faut se dire que ces téléphones, ces jours-là, c'est un peu comme des ordinateurs pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'ordinateur, pas de tablette, rien, qui utilisent juste leur téléphone. Et ils se disent, si je vais investir dans un téléphone, il faut que qu'il soit capable et qu'il soit là pour une plus longue période de vie. Donc, je vais investir dans un truc qui a une très bonne caméra, très bon processeur, tout. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus d'argent en me disant qu'il va me rester pendant plus de temps possible. En même temps, oui, il y a le statut élitiste de tous les téléphones haut de gamme, il y a les compagnies et les constructeurs qui veulent se faire encore plus d'argent, il y a la raréfaction des matériaux, il y a la crise économique, il y a 150 000 choses qui se passent en même temps. Donc, je pense que la question, elle a beaucoup de réponses. Il y a un élément quand même qui est intéressant aussi, Rita, qu'il faut mettre en perspective, hein, c'est que, on le disait tout à l'heure de Twittos, nous disait, mais il y a tellement de téléphones milieu de gamme qui font bien l'affaire, donc il y a une énorme concurrence, ils se battent, et il y a peu
peu de marge sur le milieu de gamme, sachant que le milieu de gamme, il est aussi attaqué par les ventes de téléphones reconditionnés, parce que pour le prix d'un milieu de gamme, vous avez un haut de gamme de l'année précédente. On n'a pas de slide, mais selon HelloSafe, encore une fois, la plupart des smartphones reconditionnés dans la vente totale de smartphones, ça représente aujourd'hui 13,5% en 2022. C'était simplement 6,8% en 2017. Donc les constructeurs de téléphones sont attaqués. Il y a une guerre terrible de prix sur le milieu de gamme. En plus, il y a le reconditionné, et c'est tant mieux qu'il se développe. Donc finalement, ils n'ont pas d'autre choix que de monter en gamme. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Après... Mais on comprend pourquoi les prix explosent. Ouais. Après, donc, la meilleure affaire du moment, là, on peut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, ce qu'on se disait, c'est finalement... Si tu dois acheter un téléphone tout neuf, aujourd'hui. Si tu veux acheter un téléphone neuf, tu n'aimes pas les concepts de reconditionné, tu n'aimes pas le concept, et tu t'achètes un iPhone 13 Pro. 13 tout court même. Ou même 13 tout court, ouais. 13 tout court, ouais. Qui est encore vendu et qui représente la meilleure et qui est à 500 et quelques, qui est très très bien. En dessous de 600 €. Oui, parce que le problème des reconditionnés, c'est que souvent on peut avoir des mauvaises surprises en matière de durée de vie du produit, et souvent on a les yeux pour pleurer. Et puis au-delà, il faut quand même souligner une chose, Rita, Stéphane, c'est qu'Apple, de temps en temps, il y a quelques affaires à faire sur Amazon, il y a quelques promos, mais Samsung d'emblée est assez généreux en remise, on peut le dire. Un peu plus, ouais. C'est sûr qu'on peut faire quelques bonnes affaires si on a un renouvellement de mobile ou un achat de ligne avec un opérateur. Voilà. Avec un opérateur. Voilà, donc ce sera... On a essayé... Tu voulais rajouter quelque chose, Rita ? Et juste pour le milieu de gamme, je pense que maintenant, c'est vraiment l'âge d'or du milieu de gamme. Si tu veux t'acheter un téléphone qui est vraiment capable, qui fait tout ce dont tu as besoin, avec une caméra très bonne, tu as encore plus de choix ces jours-là. Il y a les Galaxy A series qui sont vraiment trop bons. Il y a même en allant dans le haut milieu de gamme, il y a les Pixel 7 Pro qui, à 800-900 €, qui font vraiment... c'est un haut de gamme au prix d'un milieu de gamme. Je ne suis pas sûr qu'il marche énormément, Google, sur ces produits-là. Il ne marche pas du tout, je pense, mais en même temps, tu as un capteur photo qui est vraiment phénoménal. Tu as presque tout et tu ne te poses pas trop de questions, et tu as toujours un téléphone qui vraiment a un prix plutôt abordable. Donc, on a beaucoup de choix ces jours-là pour le milieu de gamme. Mais en même temps, faut le reconditionner, et tout ce qui est seconde main, c'est encore mieux. Parce que moi, tous les téléphones que j'ai, c'est à la famille, aux amis, ça repasse. Donc, c'est une chaîne, je suis d'accord. Laurent ? Deux choses. On a un des membres du club VIP qui commente en live le truc, c'est Mathieu 2475, qui dit: moi je change tous les 2 ans. Avec la revente, l'iPhone me coûte à peu près 40 € par mois. Tu vois, donc lui, là, il a mensualisé le coût finalement de ça. On a eu un autre auditeur il y a quelques semaines qui m'a écrit, et il me disait que lui, en fait, il se prenait soin, mais parfaitement, de son téléphone. Il prenait toujours le Pro, pas le Max, mais toujours le Pro. Il l'achetait, et en fait, il s'était rendu compte qu'avant, il changeait tous les 4-5 ans. Et qu'en fait, le téléphone qu'il revendait tous les 5 ans, il n'avait quasiment plus aucune valeur. Et qu'il valait mieux, en fait, le vendre tous les ans. C'était la même valeur que la somme des pertes cumulées, et qu'en prenant totalement soin, et en étant vraiment avec un téléphone, mais nickel, tous les ans, il le revendait avec le boîtier, il n'utilisait pas le chargeur, il n'utilisait pas les câbles, il n'utilisait rien non plus. Non, le téléphone, il l'utilisait, mais en prenant vraiment soin, finalement, il arrivait à faire le même équilibre que s'il changeait tous les 4-5 ans. Voilà. Intéressant. Alors, je pense qu'on a été... Parce que la perte de valeur d'un iPhone est plus faible que les autres téléphones. C'est vrai, ça. Il est plus facile de revendre un Mac ou un iPhone qu'un PC ou un téléphone sous Android. Voilà, on a essayé d'être le plus complet sur ce face-à-face entre le Galaxy S23 Ultra et l'iPhone 14 Pro Max. Et vous avez vu que c'est difficile de les départager. Et puis, on n'a pas abordé un point, mais ça, c'est... iOS Android. iOS Android, il faudrait une émission entière. C'est 2 écosystèmes différents. On le fera avec Rita. On refera une émission avec Rita, si tu veux bien, encore de nous. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, comme chaque semaine dans Refait le Mac, les petits coups de cœur de l'équipe dans Refait le Mac. On a oublié de te dire qu'il fallait un petit coup de cœur parce qu'on a improvisé avec Rita. Si tu as un coup de cœur à nous proposer, n'hésite pas. On commence avec Stéphane. Alors, je vous ai parlé il y a quelques semaines de ce qui se passait avec les trottinettes à Paris. Ça m'a fait m'intéresser un petit peu à tout ce qui était la sécurité. J'ai découvert un site qui s'appelle moncasquevelo.fr et dedans, j'ai découvert un modèle connecté de la marque Unit One qui fait des casques. Ouais, voilà. Et en fait, c'est magnifique. Et donc, je vous encourage à découvrir ce site-là qui vous permet de rouler en toute sécurité sur vos scooters, trottinettes et vélos, qui est moncasquevelo.fr, et ce casque-là que j'ai pris
Et en plus, il est dans une jolie couleur bleue. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, je vous encourage à aller sur tout ça. Voilà. Merci Stéphane. Laurent, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? Je vais vous l'avouer, j'ai décidé de passer à Samsung. Non, ça y est, c'est officiel. Donc j'ai décidé de passer à Samsung. On refait Android. Pas tout à fait en fait. On refait le robot vert. Non, je suis passé à Samsung pour un disque dur. Un disque dur SSD. Alors en fait, c'est intéressant, c'est mon frère qui m'a dit que lui, il les achetait en grande quantité. Donc, il y a deux choses qui sont importantes à savoir sur ce disque dur. Bon, la première chose, c'est pas ça que je vais dire. Les deux tuyaux que je vais donner, je les donne après. Les trucs qui sont intéressants, c'est que tu as à la fois un système de protection par mot de passe et par empreinte digitale. Donc en fait, c'est le modèle T7 Touch. Il existe le modèle T7 sans le Touch et il coûte 70 € de moins. Donc ça veut dire que c'est quand même très très cher juste pour le Touch. Sans empreinte, il monte pas sur le bureau. Alors. Sans empreinte, il ne monte pas sur le bureau. Tu ne peux pas l'ouvrir. Donc, il faut l'empreinte. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est qu'il existe une version robuste, un peu comme les rugs de l'ACI. Et il vaut peut-être 20 € de plus que le T7 et donc 50 € de moins que le Touch. Maintenant, deux choses. Si vous voulez le Touch, attention, il faut faire deux choses. Il faut une petite appli que vous installez sur votre ordi. Je passe, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est une extension qu'il faut mettre à l'installation. Et si vous loupez le message au moment de l'install dans macOS pour dire j'accepte l'extension, pour réussir à l'installer, c'est un enfer. Donc, suivez bien l'installation et de suivre le moment où on vous dit installer l'extension pour pouvoir avoir la fonction. Et c'est une sécurité supplémentaire d'Apple sur les extensions de développeurs tiers. Voilà. Mais c'est un super produit. Taux de transfert phénoménaux. D'accord. USB-C. USB-C. Pas Thunderbolt. Pas Thunderbolt. Mais ça marche bien. Ça marche mieux que le Thunderbolt l'ACI à disque. Oui, forcément, c'est un SSD. Donc, mais tu vois, on s'en fout, quoi. C'est pas un disque dur. Je préfère la scie. C'est français. Bon, bref. Est-ce que tu as un petit coup de cœur qui te passe par la tête, Rita, ou pas? Oui, j'avais testé il y a une semaine un routeur Synology WRX 560, si je me loupe pas. Et en fait, parce que j'ai la B-Box de Bouygues et j'ai beaucoup d'appareils connectés. En Wi-Fi. J'ai beaucoup de téléphones. En Wi-Fi, j'ai beaucoup de tout ça. Et même si j'habite dans un tout petit appart, la connexion, elle est pas vraiment stable. Et j'ai 4, je pense, enceintes Google qui répondent en même temps et qui parfois essaient de m'entendre en même temps. Et là, je pense que c'était une question de latence qui ne marchait pas trop bien entre tous. Et quand j'ai mis le Synology je l'ai connecté en fait à la B-Box, donc et maintenant j'utilise juste le Wi-Fi du Synology et la différence elle est vraiment. C'est du Wi-Fi 6, c'est ça, Rita? C'est ça, c'est du Wi-Fi 6, ouais. On n'a pas dit, mais les téléphones dont on parle. Un Wi-Fi 6, pas 6E. Ils ont un truc, je pense, avec un tri-band et un Wi-Fi 6E et un truc comme ça. Celui-là, il est un peu milieu de gamme, il est aux 200 quelques euros, je pense. Ouais. Mais quand même, il stabilise la connexion et on peut prioriser les différents appareils, on peut surveiller un peu comment ça consomme. Même si j'ai un truc, je teste un truc pour la maison connectée, je peux voir s'il est en train de parler avec des serveurs, je ne sais pas quoi, et je peux l'arrêter. En résumé, Rita, on peut dire que n'utilisez pas votre box pour la Wi-Fi, ça on le dit depuis de nombreuses années. N'hésitez pas à investir dans un routeur. D'abord, ils sont plus sécurisés. Tu l'as dit, on peut avoir on peut les régler de manière plus raffinée et surtout on peut aujourd'hui tout est si vous avez des enfants, vous avez plein d'appareils connectés, ça devient de plus en plus indispensable. Synology, on l'oublie, mais c'est vrai qu'en plus d'excellents NAS, il faut aussi d'excellents routeurs Wi-Fi. Merci Rita. De mon côté, un petit accessoire pour iPhone pour le recharger. Regardez, c'est une magnifique station, ce magnifique dock qui est certifié Apple, un dock MagSafe. Alors bien sûr, on peut. Il est un peu lourd, c'est bien. Il est lourd parce que c'est important pour pas qu'il se retourne dans la table de nuit. Donc on peut mettre un iPhone, on peut y mettre, regardez, un Apple Watch avec une magnifique. C'est l'Apple Watch de notre ami Stéphane. Avec un magnifique bracelet éternel. Éternel en cuir, il y a beaucoup de chance. Et puis, bien sûr, au centre, on positionne toujours un MagSafe. C'est AirPods, il n'y a plus les Galaxy.
t'as viré ta cutie. En flag. Voilà, c'est bien fini. C'est Extreme Mac qui fait ça, une marque très connue, historique du monde Apple, qui était repris par une équipe européenne, donc c'est presque, on peut dire, français aujourd'hui. C'est très bien fini, avec des matières métalliques, bien lourd, bien stable. Sur une table de nuit, c'est un produit idéal, certifié Apple. Alors, ça coûte cher, la licence Apple, ce qui explique le prix un petit peu élevé. 135 €, l'Extreme Mac X Mac Pro. Vous le retrouvez dans toutes les bonnes crèmeries comme il se doit. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci infiniment, Rita, de t'être rendue disponible à la dernière minute et d'avoir remplacé avec talent nos chroniqueurs habituels que sont Christophe et Didier, qu'on embrasse sur les joues bien naturellement, et de loin pour Christophe qui se remet doucement. Laurent, Stéphane, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Un peu mon neveu. Oui, il hésite encore. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce. Merci infiniment encore pour votre fidélité, et à la semaine prochaine. Au revoir.